Imaginons un instant, on est en janvier 2026. Voilà, ça fait 1 an qu'une nouvelle administration Trump est installée à Washington. La question qu'on se pose, c'est comment se porte la relation transatlantique ? Est-ce qu'elle est explosive, glaciale ? Les sources qu'on analyse aujourd'hui, et notamment une analyse très, très poussée de France 24, dessinent un scénario de tension extrême. Oui, un scénario de tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même un thriller géopolitique. Ah oui. L'idée, ce n'est pas juste de faire la liste des disputes, quoi. C'est de vraiment plonger dans la mécanique de cette relation, de comprendre la nouvelle doctrine de Washington vis-à-vis de l'Europe. D'accord. Et nos sources, elles nous permettent d'identifier les points de friction, surtout avec la France, et aussi d'explorer des stratégies de riposte. On est vraiment au cœur d'un jeu de pouvoir qui redéfinit 80 ans d'histoire commune. Alors, pour entrer dans ce jeu de pouvoir, décortiquons ça. L'analyse commence avec un exemple, qui est presque une caricature, mais qui est tellement révélateur. C'est l'affaire du Groenland. Ah, le Groenland. On se souvient de l'idée de Trump de vouloir l'acheter. Ça, c'était déjà particulier. Mais ce qui est fou, c'est la méthode décrite dans nos sources. On parle d'un SMS qui a fuité dans la presse, envoyé par Trump lui-même. Oui, et ce SMS, c'est plus qu'une anecdote. C'est une fenêtre sur toute une vision du monde. Le message dit, et je le cite à peu près, « Puisque votre pays a décidé de ne pas m'accorder le prix Nobel de la paix, je ne me sens plus obligé de ne penser qu'à la paix. » C'est incroyable de lire ça. Et ce n'est pas fini. Il ajoute « Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous ne contrôlerons pas le Groenland de manière complète et totale. » C'est complètement fou. On passe d'une vexation personnelle, le prix Nobel, à une menace géopolitique majeure. Le lien est... il n'y en a pas, en fait. Et en même temps, ça dit tout. Ça dit tout de la méthode, exactement. Ce n'est plus de la diplomatie, ça. C'est du rapport de force pur et dur. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Le Groenland, ce n'est pas juste un caprice immobilier. C'est un test. C'est une façon de dire à l'Europe, vos règles, vos traditions, vos alliances, ça ne compte plus. Seul mon intérêt compte. Voilà. Et je vais l'imposer. Et ça s'inscrit dans cette vision très ancrée chez lui d'une Europe faible, perdue, noyée dans le politiquement correct. Il veut la secouer, juste pour voir si elle tombe. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas juste une humeur passagère. L'un des points forts de l'analyse, c'est qu'elle s'appuie sur un document interne de la Maison-Blanche qui théorise cette approche. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Absolument. C'est une stratégie formalisée. Le document affirme, noir sur blanc, que les politiques migratoires européennes rendent le continent méconnaissable. Méconnaissable. Et la conclusion est sidérante. L'objectif des États-Unis est de, je cite, « aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle ». Le mot « aider » est, bien sûr... Un euphémisme. Un euphémisme pour forcer, évidemment. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet, ce que les analystes appellent la stratégie de la contre-élite. Alors ça, ce concept de contre-élite, je trouve ça fascinant. Ça va beaucoup plus loin que de simples tensions entre gouvernements. On dirait une tentative de remodeler l'Europe de l'intérieur. C'est précisément ça. L'idée, ce n'est plus de négocier avec les dirigeants européens en place, qu'ils mettent tous dans le même panier de libéral, gauche et droite confondus. D'accord. Non, l'idée, c'est de les affaiblir, de les contourner et de soutenir activement ceux qui pourraient les remplacer. C'est-à-dire une nouvelle vague de leaders nationalistes, populistes qui partagent leur vision du monde. On ne cherche plus un accord avec son interlocuteur, on cherche à changer d'interlocuteur. Voilà, c'est une forme d'ingérence à peine déguisée. Et le document cite le vice-président J.D. Vance comme le fer de lance de cette stratégie. Ces déclarations en Europe ont été très claires d'ailleurs. Oui, d'une clarté brutale. Il a dit que la plus grande menace pour l'Europe ne venait pas de l'extérieur, ni la Russie ni la Chine, mais de l'intérieur. De l'intérieur. Oui. Il parle de l'abandon des valeurs, de la tradition. C'est une façon de légitimer le soutien à des forces politiques qui, en Europe, sont souvent vues comme l'opposition radicale. L'administration américaine se positionne comme l'allié de l'opposition au gouvernement européen en place. C'est une rupture totale. Donc, si on résume, une vision de l'Europe en déclin, une stratégie pour remplacer ses élites et une justification idéologique. Mais l'analyse zoome ensuite sur une cible très particulière, une obsession presque personnelle. Emmanuel Macron. Oui. La menace de Trump lancée sur le tarmac d'un aéroport en Floride est d'une violence. S'il est hostile, je mets 200% de taxes sur ses vins et ses champagnes. Pourquoi cette fixation sur lui ? Alors l'analyse identifie plusieurs raisons au-delà de la simple animosité. D'abord, la France, c'est, aux yeux de Washington, la seule vraie puissance militaire du continent.
La seule. La seule avec une armée complète, une capacité de projection et, surtout, la dissuasion nucléaire. C'est le seul pays qui peut potentiellement incarner une autonomie stratégique européenne. Le seul qui a les moyens de dire non, en fait. D'accord, c'est le pôle de résistance militaire potentielle. Voilà. Deuxièmement, sur des dossiers précis, c'est Paris qui a mené la charge. Sur le Groenland, c'est la France qui a organisé la riposte diplomatique. Sur l'Ukraine, c'est aussi la voix de Paris qui a tenté de structurer une position européenne. Du coup, Macron est devenu le symbole de cette Europe qui résiste. Le frapper, lui, c'est frapper cette idée d'Europe, puissance. Exactement. Et sa réponse à lui, comment est-ce qu'elle est décrite? Parce qu'il est attaqué très personnellement, hein. Trump le traite de président en fin de mandat. La tentation de répondre sur le même terrain doit être forte. Et c'est là que sa stratégie, telle que l'analysent les sources, est intéressante. Il fait tout l'inverse. Zéro réponse personnelle. Pas un mot. Rien. Non. Sa méthode, c'est de systématiquement européaniser le conflit. Quand il répond, ce n'est jamais au nom de la France, c'est toujours au nom de l'Europe. Ah oui, c'est vrai. Son discours à Davos, par exemple. L'exemple parfait. Il appelle l'Europe à refuser la vassalisation. Il ne dit pas « la France refuse », il dit « l'Europe doit refuser ». Ce qui, d'un point de vue tactique, c'est assez malin. Ça contre le plan américain, qui est de diviser, non? Trump veut des face-à-face où il est en position de force. Et Macron lui oppose un POC. C'est exactement l'analyse. La stratégie de Trump, c'est le bon vieux diviser pour mieux régner. Isoler chaque pays, leur imposer ses conditions un par un. En répondant au nom des 27, Macron rend cette stratégie caduque. Il change la nature de la confrontation. Ce n'est plus les États-Unis contre la France. Mais les États-Unis contre un bloc de 450 millions de personnes. Le rapport de force, ce n'est plus du tout le même. C'est un jeu d'échecs. Mais dans ce jeu, il y a eu un coup qui a semblé très ambigu. Ce message privé que Trump a lui-même révélé, où Macron suggère d'inclure la Russie, à la marge. Beaucoup y ont vu une concession, une faiblesse. Oui, la question s'est posée. Est-ce qu'il essaye de flatter Trump ? L'analyse propose une lecture complètement différente. Elle ne parle pas de faiblesse, mais d'hyper-réalisme. Hyper-réalisme, c'est-à-dire Peut pas affronter la première puissance mondiale de front. L'image de David contre Goliath, elle est trompeuse. Parce que David n'a pas de lance-pierre cette fois. Voilà, la confrontation directe est perdue d'avance. Il faut donc ruser, accepter le réel pour tenter de l'influencer. D'accord. Et la mention de la Russie dans cette logique, ce n'est pas une fleur faite à Trump, c'est une manœuvre pour ne pas être exclu du jeu. L'article rappelle un point essentiel. Des discussions entre Américains et Russes ont déjà lieu, parfois même en Europe, sans que les Européens soient à la table. Ah oui, d'accord. Donc la proposition de Macron, c'est une tentative de s'asseoir à cette table. Même sur une petite chaise, au bout, plutôt que de rester dehors. C'est une façon de dire « vous allez parler avec eux de toute façon, alors faites-le avec nous ». C'est une logique de damage control, de limitation des dégâts en fait. Précisément. Mais malgré tout ça, les sources sont formelles. Un divorce complet, ce n'est pas envisageable. Le pacte occidental reste une nécessité pour les deux camps, ne serait-ce que face à la Chine. C'est tout le paradoxe de la situation. Ils se détestent, leurs visions s'opposent, mais ils sont liés. Liés par une interdépendance stratégique. La montée en puissance de ce que l'analyse appelle le bloc chinois les force à maintenir un semblant d'alliance. Une rupture totale profiterait avant tout à leurs rivaux communs. Absolument. Ils le savent. La question n'est donc pas de savoir s'ils vont rompre, mais de définir les nouvelles règles de cette cohabitation forcée. Et dans cette cohabitation, est-ce que l'Europe a des armes ? Macron a parlé de bazooka économique. Ça sonne bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire parler la seule langue que cette administration américaine semble comprendre, l'argent. L'option la plus simple, ce sont les mesures anti-coercition, des barrières douanières en miroir. Tu me taxes, je te taxe. Voilà. Mais les analystes soulignent que c'est une arme à double tranchant. Une guerre commerciale, ça pénaliserait aussi très lourdement les économies européennes. C'est une escalade où tout le monde est perdant. Il doit y avoir autre chose. Oui. Et l'arme la plus puissante, la vraie option nucléaire financière, elle est ailleurs. L'Europe, via ses banques centrales et ses fonds souverains, est l'un des plus grands détenteurs de la dette américaine. Ah oui ? Une action coordonnée de la Banque centrale européenne, ou même juste une annonce sur une diversification des réserves, pour vendre massivement du dollar et de la dette américaine, ça pourrait provoquer un séisme à Wall Street. Donc l'idée, c'est de menacer directement la stabilité financière américaine. Mais est-ce que c'est une menace crédible ? Why may ? Déclencher une telle crise, ce serait un saut dans l'inconnu.
C'est tout le dilemme de la dissuasion. Pour qu'une menace soit efficace, il faut que l'autre croie que vous êtes prêt à appuyer sur le bouton. Et la source rappelle un précédent. Un petit krach boursier après une simple annonce de droits de douane avait forcé Trump à reculer. La finance, la santé de Wall Street, ça semble être son talon d'Achille. C'est le seul domaine où il a déjà fait marche arrière. Exactement. Face à une réaction négative des marchés, Mais c'est là qu'on tombe sur une contradiction majeure qui est bien mise en avant dans l'analyse. L'Europe a ce bazooka potentiel, mais pour l'instant, l'économie américaine, elle se porte très bien. et c'est ce qui complique tout. La menace financière est beaucoup plus efficace si l'économie adverse est fragile. Or, là, ce n'est pas le cas. Les sources insistent sur des indicateurs très concrets pour les lecteurs américains. Les fonds de pension. Les fameux 401K. Oui, il faut peut-être expliquer ça. Pour des millions d'Américains, la valeur de leur 401K, ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est leur future retraite qui est en jeu. C'est ça. Quand ils voient la valeur de leur épargne grimper, c'est une validation très directe, très personnelle de la politique du président. Ça crée un bouclier politique très puissant. Difficile de justifier une attaque financière contre les États-Unis dans ce contexte. La marge de manœuvre européenne est donc très, très étroite. La menace existe, mais son contexte d'utilisation est très limité. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur sur tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'impression d'assister en direct à la déconstruction d'une alliance historique, non? Oui. D'un côté, Washington, qui tente de déstabiliser l'Union européenne de l'intérieur, et de l'autre, une Europe qui cherche un levier pour résister, mais sans tout faire exploser. Je crois que la conclusion principale de l'analyse, c'est qu'on a basculé. On a basculé d'une alliance qui se voulait fondée sur des valeurs partagées, la démocratie, le droit, à une relation qui est devenue purement transactionnelle. Un rapport de force permanent. Voilà. Il n'y a plus d'alliés. Il n'y a que des concurrents ou des vassaux. Et la stratégie de Macron, en misant tout sur l'unité européenne, c'est en fait un pari. Le pari que dans ce nouveau monde, la seule chose qui compte, c'est la masse critique. Et que seule l'Europe unie peut l'atteindre. C'est le seul contrepoids viable. C'est un pari risqué, vu les divisions en Europe. Pour finir, il y a une petite phrase dans l'analyse, presque en passant, mais qui fait réfléchir. Elle dit que le bloc chinois observe ces querelles de l'Occident avec, je cite, « attention, voire même avec amusement ». Et c'est peut-être la pensée la plus vertigineuse de toutes. On se demande quelle stratégie les uns et les autres vont déployer dans cette grande compétition géopolitique. Mais si la plus grande victoire pour les rivaux de l'Occident, c'était tout simplement de ne rien faire. De s'asseoir et de regarder. De s'asseoir confortablement et de regarder cette alliance qui a dominé le monde pendant 80 ans se déchirer et s'affaiblir toute seule.